quelques informations sur le déroulé. Donc, nous sommes ensemble pour 1h15. Donc, ce webinaire, on annonce une fin à 12h15. On pourra peut-être dépasser de 5-10 minutes, on peut se l'autoriser. Bienvenue à vous. Vous étiez 670 inscrits pour ce webinaire, donc déjà plus de 200 connectés. Un webinaire donc, qu'on a intitulé « De la graine au paysage, pourquoi et comment prescrire des végétaux sauvages et locaux ». Donc, c'est aussi le titre du guide dont il sera question et qui vous sera présenté. C'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre du programme d'animation de la marque végétale locale, marque qui est portée par l'Office français de la biodiversité et qui est co-animée par le réseau des conservatoires botaniques nationaux, notamment le conservatoire Pyrénées-Midi-Pyrénées, la fac agroforesterie et Plantécité. Donc, ce webinaire s'inscrit dans notre programme aussi de webinaires à l'année et il sera animé par mon collègue Maxime Despinois, qui est chargé de mission écologie et biodiversité. C'est un format assez particulier. Nous avons de nombreux intervenants aujourd'hui, donc ce sera un format interactif, intervenants qui vous seront présentés au fur et à mesure par Maxime. Pour le volet questions-réponses, donc il y aura un petit temps d'échange à l'issue des interventions. On vous propose de poser vos questions dans le petit module qui s'appelle Q et R, donc questions et réponses. Ce sera plus simple pour nous après de les reprendre et de les suivre. Et vous avez aussi un autre module chat, discussion, qui nous servira, nous, à partager quelques liens. Donc, ce webinaire, je rappelle, est enregistré. Le diaporama, on pourra le partager également et vous recevrez tous un lien pour accéder à cet enregistrement et aux documents dont il sera question dans le webinaire. Merci d'être là. Je vais directement passer la parole à mon collègue Maxime Despinois, qui est chargé de mission écologie et biodiversité. Merci beaucoup Ludovic. Bonjour à toutes et tous à ce webinaire. Sans plus tarder, je vais partager avec vous les 5 temps qui vont composer ce temps d'échange, ce webinaire. On va commencer tout d'abord par replacer les enjeux de restauration de la biodiversité qui constituent les fondamentaux de la marque végétale locale, pour ensuite s'intéresser à la marque elle-même, suite à quoi nous mettrons le focus sur un projet, celui de la ZAC de Pierremille-les-Îles à Nantes, en tant qu'illustration de ce qui peut se faire aujourd'hui en matière de prescription des végétaux marqués. Et enfin, nous prendrons un temps pour partager avec vous en avant-première le contenu du guide qui sort aujourd'hui même. Puis ensuite, nous aurons un temps d'échange avec nos 6 intervenants. Donc sans plus tarder et pour commencer la première séquence, je vais m'adresser à Damien Provandier. Damien, bonjour. Oui, bonjour Maxime. Vous êtes, référent national de la marque végétale locale au sein du réseau des conservatoires botaniques nationaux. Vous coordonnez aussi l'animation du réseau des correspondants, locaux de la marque et vous êtes également donc co-auteur du guide dont il est question aujourd'hui, mais on y reviendra. Pour débuter peut-être, moi j'aurais voulu vous poser déjà une question. Pouvez-vous partager, les enjeux clés de la biodiversité et de restauration écologique dont il est question lorsqu'on parle des végétaux marqués, végétal local? Merci Maxime pour cette introduction. En effet, cette marque végétale locale, elle s'inscrit dans un contexte particulier, celui du constat de l'effondrement de la biodiversité, qui est aujourd'hui partagé par tous. L'imperméabilisation des sols, la pollution, la surexploitation des ressources, les espèces exotiques envahissantes, ces causes, ces pressions, ces impacts sont connus. Nous n'y reviendrons pas ici. Mais le travail sur la biodiversité, appuyé par des politiques publiques et notamment la stratégie nationale de la biodiversité et les politiques européennes de restauration de la nature, ont appuyé finalement l'organisation des acteurs. Les acteurs se sont organisés pour agir et pour restaurer les écosystèmes et enrayer le déclin de la biodiversité. Alors quand on parle de biodiversité, on parle d'espèces, on parle d'écosystèmes, on parle de leurs interactions. Par exemple, avec cette illustration d'un papillon en train de butiner et de polliniser une fleur dans une prairie. Pour restaurer les écosystèmes et favoriser la biodiversité, utiliser des espèces locales et sauvages, c'est la préservation des interactions complexes du vivant et c'est un principe de précaution, notamment pour éviter les risques pour la biodiversité tels que l'introduction de pathogènes. D'accord.
Et du coup, c'est en se basant sur ce constat, mais aussi sur le besoin de garantie quant à la traçabilité des végétaux, que la marque végétale locale a été initiée. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait, ouais, comme on peut le voir, il a fallu pour répondre à cette question sur la diapo suivante, pour répondre à ce besoin, il a fallu, travailler avec des espèces indigènes et locales qui sont adaptées à ces enjeux. C'est depuis, depuis même les années 90 que les écologues, dans le cadre des projets, prescrivaient des espèces indigènes, des espèces locales. Donc en 2012 a commencé un travail collectif avec, de nombreux acteurs professionnels pour définir, avec, l'appui de scientifiques, des règles sur, cette notion de végétaux sauvages locaux. Alors il a fallu commencer par le début et préciser ces notions de local, de sauvage, d'indigène. Le végétal qu'on dit sauvage, il évolue spontanément, sans l'intervention de l'homme. Dans le cadre de la marque végétal local, un végétal sauvage est prélevé sans sélection dans le milieu naturel ou semi-naturel, avec des règles spécifiques sur cette question. Pour le caractériser, il est fondamental de spécifier son origine, car on trouve des espèces qui peuvent être dites sauvages, qui poussent effectivement dans vos territoires, dans les milieux naturels, mais qui peuvent pousser également sur d'autres continents ou dans des milieux très différents, dans des provenances très éloignées et qui peuvent être transportées sur longue distance. Les espèces qui sont indigènes ou autochtones, c'est une espèce qui est sauvage, naturellement présente sur un territoire déterminé. Ce territoire déterminé, en écologie, on appelle ça une aire naturelle de répartition. Et cette aire naturelle de répartition, en fait, ce qu'on appelle les espèces, les populations, elles vont se disperser spontanément par la dispersion des graines, par les animaux, et c'est une dynamique naturelle d'évolution qui se met en place. Ces aires naturelles de répartition évoluent dans le temps. L'utilisation du terme indigène doit faire référence à un territoire pour prendre tout son sens. Alors, par convention, dans cette notion d'indigénat qui a été définie par les scientifiques, on intègre aussi les espèces dites archéophytes, qui sont des espèces introduites par les humains avant 1500. On a l'exemple, par exemple, des plantes messicoles qui ont accompagné l'homme dans la domestication de l'agriculture. Vous connaissez tous le coquelicot, le bleuet. Il y a un plan national d'action sur ces espèces messicoles, plan national d'action d'ailleurs qui fait aussi référence à végétal local. Les plantes indigènes se distinguent finalement des plantes exotiques, qui sont des plantes importées hors de leur aire naturelle de distribution, de répartition par les humains, et des cultivars, puisque les cultivars, ce sont des plantes issues de sélection à partir d'espèces sauvages, sélection pour des objectifs qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être ornementaux, donc pour des usages différents, que cette sélection s'est faite, différents de celle de la restauration des écosystèmes et de la biodiversité. Alors dans le cadre de la marque végétale locale, il y a le terme local qui s'inscrit bien sûr et qui est un terme qui peut avoir différents sens. Le terme local dans le cadre de la marque fait référence à l'aire biogéographique d'origine de la graine, garantissant son lieu de collecte et donc son patrimoine génétique, issu de milliers d'années d'évolution naturelle avec les écosystèmes du territoire. Dans l'esprit de la marque, chaque végétal issu d'une aire biogéographique est prévu pour être utilisé dans cette même aire biogéographique. D'accord. Est-ce que vous pourriez, est-ce qu'on pourrait, revenir Sur un la peu plus. diapo suivante, Ouais. pardon Maxime. Non, non, mais justement, en effet, sur ces aires, biogéographiques peut-être, on peut peut-être, repréciser un peu? Bah, du coup, la diapo suivante illustre justement, heu, cette carte qui a été créée. En fait, il a fallu, pour définir le local, la notion de local, l'un des travaux importants entre 2012 et 2015, avec l'appui de la stratégie nationale de la biodiversité, ça a été de déterminer, les grandes aires biogéographiques, en France. Alors on a le travail qui a été fait, c'est un travail de système d'information géographique. À la commune, toutes les données existantes connues sur l'hydrogéographie, la végétation, l'altitude, la géologie, la pédologie et le climat ont été compilées à partir de cartes et de données. Et le travail ensuite, qui aboutissait à 54 unités naturelles, a été d'aboutir à des régions biogéographiques cohérentes qui sont au nombre de 11 en France et de 12 en Outre-mer. En France, on retrouve les grands socles géologiques comme la Bretagne et le massif granitique, comme les aires de montagne également, avec l'altitude ou la zone méditerranéenne. C'est cette carte qui a servi de base à la définition du caractère local pour la production et la collecte de semences pour la restauration écologique lors de la création d'un marque. Végétal Local est donc une marque collective, comme on le voit ici, basée sur un référentiel technique que vous pouvez télécharger sur le site, qui rassemble toutes les règles de collecte,
le nombre d'individus, pour avoir de la diversité génétique, de production et surtout de traçabilité, puisque c'est justement cette traçabilité de l'étiquette, de la facture, jusqu'au point GPS et à la fiche de collecte qui sont importants. Et donc du coup, le collectif qui a été cité, par Ludovic tout à l'heure, ce sont les conservateurs botaniques nationaux, la fac agroforesterie et Plantécité qui animent avec une gouvernance aussi établie, avec un comité de gestion de marque et avec l'Office français de la biodiversité qui est propriétaire de la marque. Les végétaux marqués végétal local ont des caractéristiques particulières qui les différencient des végétaux d'autres gammes commercialisées. Ces végétaux ont la spécificité dans les listes d'éligibilité par région biogéographique de ne pas être rares ou menacés, puisque les espèces rares et menacées vont faire l'objet d'autres protocoles de préservation. Euh, on pourra y revenir si besoin. Les espèces protégées ne peuvent pas être collectées, ne peuvent pas être vendues. C'est le principe de la protection des espèces. Et les hybrides naturels sont intégrés à la marque, mais pas les hybrides qui sont des hybrides issus de sélection variétale. Et les végétaux du coup de la marque végétale locale peuvent être commercialisés directement. Alors, il y a des techniques comme le transfert de foin vert ou la bouture de saules pour le génie écologique, ou après multiplication ou élevage, et on y reviendra tout à l'heure avec des illustrations sur notamment la production d'arbres et d'arbustes. Oui, on y reviendra justement sur la production. Là, aujourd'hui aussi, on parle de la prescription. Est-ce que vous auriez des illustrations des différents usages des végétaux, de la marque, végétale locale? On le voit sur la diapo suivante. euh, Voilà, c'est cette diapo suivante que vous retrouverez dans le guide et qui nous permet d'expliquer finalement quels sont les différents cadres d'usage. Alors, on a parlé de restauration écologique. La notion de restauration écologique, elle ne concerne pas seulement les espaces protégés ou loin de toute activité humaine. Restaurer les écosystèmes, ça concerne aussi bien des écosystèmes agricoles, ce qu'on appelle les agroécosystèmes, pour la plantation de haies, pour l'agroforesterie, la restauration des plantes messicoles ou la restauration de prairies. Il y a également la restauration et la revégétalisation après un chantier d'aménagement ou de génie écologique, quand il y a eu des travaux, par exemple des travaux en montagne ou des travaux liés à la construction d'une infrastructure linéaire ou autre. Et il y a également des cas d'usage possible de végétal local dans le cadre de démarches autour du fleurissement durable ou de démarches, par exemple, pédagogiques aussi pour la sensibilisation et le fait de revoir des écosystèmes avec des espèces locales qui sont aussi liées au patrimoine régional, culturel, puisque c'est la flore aussi naturelle présente dans la région. Donc la restauration écologique, elle est réalisée avec des plantes sauvages et elle permet d'agir sur 3 objectifs croisés et interdépendants qu'on peut retrouver aussi sur une grande carte de paysage comme ici. C'est-à-dire qu'on agit sur la fonctionnalité des écosystèmes en favorisant leur résilience. On assure la continuité écologique en permettant le déplacement des espèces grâce à des corridors créés. Par exemple, le fait de recréer des haies permet de créer des corridors écologiques, des trames vertes et bleues. Et on restaure les interactions entre les espèces avec le végétal local, notamment les interactions entre la faune et la flore, comme on illustrait tout à l'heure avec le lien entre l'insecte et la fleur, qui sont du coup des interactions qui font partie de la définition de la biodiversité. Donc cette illustration, ce bloc diagramme d'un paysage illustre différents types d'usages et ce qu'on doit comprendre et qu'on rediscutera tout à l'heure, c'est qu'il y a un gradient d'enjeu par rapport à l'importance d'utiliser du végétal local. On voit que sur des sites vraiment de restauration écologique, sur l'agroécologie, il y a bien un enjeu fort à utiliser du végétal local. Quand il s'agit des questions de nature en ville, il y a différentes gammes en fonction des projets, s'il s'agit de projets ornementaux, alimentaires ou de restauration de la biodiversité. Bah, merci beaucoup, hein, Damien, pour ces éléments. Maintenant, je vais vous emmener, en Bretagne, à, Teilac, où se situe la pépinière de Manuel, Rousseau. Donc je vais inviter Manuel à se voilà, brancher son micro. Ouais, vous Bonjour m'entendez? bonjour Manuel, merci. Bonjour à Heu, tous. vous avez créé, hein, l'entreprise, Graines de Bocage? Oui, c'est ça, c'est une C'est ça, hein? pépinière. Ouais. Voilà, et vous êtes aussi bénéficiaire de la marque, je pense, depuis 2017. Vous faites à la fois la collecte de graines, la récolte, et puis aussi la production d'arbres et arbustes. Est-ce que vous pouvez déjà partager avec nous, là, qu'est-ce qui vous a motivé de devenir, pépiniériste? Eh bien, bonjour à tous. Bon, alors, je suis pépiniériste, hein, j'ai pas les talents d'orateur de Damien, qui nous a fait un super speech. Euh,
Eh bien, moi, ce qui m'a motivé, c'est qu'à l'origine, je viens du monde du génie écologique, de la gestion des espaces naturels, avec un peu d'expérience en pépinière. Et j'ai eu, à la sortie du label végétal local, envie d'imaginer cette pépinière de restauration écologique des territoires, cette pépinière qui ferait du végétal local. Et même qui irait plus loin, parce qu'avec cette idée d'aller au bout de la démarche de transition écologique, et donc de produire en végétal local, mais aussi en agriculture biologique, et puis aussi de produire sur le territoire dans lequel on récolte les graines. Et aussi l'idée d'avoir une maîtrise de A à Z de la production pour relocaliser les savoir-faire aussi sur le territoire. Donc cette idée, elle s'appuie, mon ambition, moi à la base, elle s'appuie sur 3 piliers, je dirais. Le premier, c'est bien sûr la traçabilité pour toutes les raisons qu'a évoqué Damien, et c'est super important, et c'est vraiment la cohérence pour demain notre nouveau paysage. Il y a aussi la notion pour moi importante de l'empreinte écologique de la production, donc c'est pour ça que je suis aussi en bio. Et puis cette idée derrière euh, de penser que la transition écologique, elle va se faire sur les territoires, par les territoires, avec les acteurs des collectivités, les différents acteurs qui interviennent sur le territoire, et de créer une espèce de synergie, et de nous, des pépinières comme la mienne, on soit un peu au service des politiques un peu ambitieuses de restauration écologique des territoires. Et là, on est en train de se fédérer entre plusieurs pépinières qui partagent ces valeurs-là pour pouvoir aller vers cette idée un peu idéale d'un maillage du territoire et un accompagnement des acteurs de la restauration écologique sur ce mode-là, basé sur le végétal local, et en essayant d'aller plus loin en fonction des besoins. Et un dernier point, je m'étale peut-être un petit peu, c'est l'adaptabilité. C'est essayer d'être des structures agiles qui vont répondre aux besoins spécifiques des territoires, et des politiques qui vont être décidées sur les territoires, parce qu'il y a fort à parier que la transition écologique, elle devra être sur mesure par rapport aux zones de France. On ne va pas faire la même chose en Bretagne que dans le massif central, par exemple. Voilà. Non, mais merci, on sent que vous êtes engagé, bien pris sur ce sujet. Moi, j'aimerais aussi qu'on puisse peut-être vous accompagner. Vous parliez de la traçabilité un peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'effectue finalement? Alors, on ne peut pas être chez vous, mais comment s'effectue la récolte des graines et puis la production des plants marqués végétal local? Alors, en amont, il y a un gros travail qui n'apparaît pas forcément sur la diapo, qui est la recherche de sites de récolte. Donc l'idée, alors, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est tout un programme, mais l'idée, c'est de faire un travail cartographique, notamment pour retrouver sur notre territoire les zones sur lesquelles la dynamique écologique a été le moins altérée, notamment avec tous les bouleversements d'aménagement du territoire du dernier demi-siècle, quoi. Et donc on va retrouver ces zones. Et on va essayer de conventionner pour avoir une autorisation de récolte dans ces zones-là. Et ensuite, on va inventorier des pieds-mères, en fait, des arbres sur lesquels on va pouvoir récolter plus tard, et du coup s'assurer cette ressource génétique d'adaptabilité, de diversité, qui soit la meilleure pour notre territoire, quoi. Et donc ensuite, on a les étapes de production voilà, liées à la graine. Donc il y a la récolte. La récolte, c'est vrai que c'est le moment un peu technique, et c'est le moment aussi qui est bien encadré par le cahier des charges végétales local, qui a un gros travail là-dessus. Et donc, ça consiste à aller sur les sites de récolte pendant la bonne fenêtre. Il faut savoir que la récolte, pour moi, elle s'étale du mois de mai, enfin même fin avril, ça va pas tarder sur les ormes, par exemple, et ça finit au mois de novembre. Et donc, on va devoir, pour chaque fenêtre de maturité de chaque graine, de chaque espèce, aller sur ces sites de récolte sur lesquels on aura préalablement inventorié et géolocalisé les pieds-mères, en fait. Ensuite, il y a tout un travail sur la graine, de nettoyage de la graine qu'on appelle dépulpage, du séchage. Après, il y a une levée de dormance.
Voilà, c'est assez spécifique aux ligneux, mais les ligneux ont une stratégie écologique de blocage de la graine en attendant les bonnes conditions pour germer, ce qui fait que dans la nature, les graines qui germent le printemps suivant, la dissémination, c'est très rare. Donc nous, on a des techniques pour faire germer les graines. Alors c'est là que ça dépend des types de production. Pour une production en bio comme la mienne, eh bien, on va utiliser uniquement des techniques en jouant sur la température et l'humidité. Et donc après, disons que la production qui suit, elle est propre à chaque pépinière et à chaque choix d'itinéraire technique. Donc pour ma part, étant en bio, j'ai une phase hors sol pour maîtriser le stade plantule qui est très fragile. Et ensuite, j'ai une phase pour la plupart des plants qui passent en pleine terre, donc sans engrais pendant toute la démarche. Et un autre point important pour moi dans l'itinéraire culturel qui est à prendre en compte, je pense aussi pour les prescripteurs, c'est la notion d'adaptabilité, de rusticité, c'est-à-dire d'essayer sans non plus faire souffrir trop le plant pour qu'il ait une bonne pousse et des réserves. On va essayer quand même de lui faire subir certains stress et de pas moi par exemple il n'y a pas d'engrais et on va essayer d'amener un stress hydrique et on va pas essayer de surprotéger le plant pour avoir cette adaptation et aussi une terre qui est. Alors pour la Bretagne, c'est assez symptomatique parce que nous, on a des terres qui sont pas faciles en Bretagne. Souvent, eh bien, on fait le choix de quand même cultiver nos arbres dans une terre qui est pas facile parce que c'est les conditions de plantation de nos planteurs, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, mais très bien, merci beaucoup. Je pense qu'en plus, on reverra un peu les conditions de plantation par rapport au projet de Pierre-Mille-les-Îles, ça sera Oui, une exact. illustration. Juste pour information, combien de plants aujourd'hui vous vendez par an, Bah alors là, on atteint à peu près 35 000 plans là, cette année. 35 000 D'accord. plans et j'ai deux salariés à temps partiel. Donc c'est aussi une façon de produire qui génère des emplois sur le territoire et des emplois qui intéressent beaucoup les gens aujourd'hui, quoi. Bon, très bien, bah, merci beaucoup. Donc on a pu, entendre là un producteur de graines, et de plants, ligneux. Notons aussi, qu'il y a d'autres gammes, hein, marquées végétales locales. Il y a aussi des semences herbacées, encore des vivaces en godet. On ne peut pas passer en revue toutes les thématiques, mais comme vous pouvez ici le constater, on a une progression de cette offre d'année en année qui tire le marché, qui est quand même tiré par le marché de l'agroforesterie. Et avec une offre qui est présente à la fois en France et qui commence aussi à se développer dans les DOM-TOM avec une pépinière bénéficiaire de la marque en Guyane depuis 2023. Voilà, donc aujourd'hui, la marque, ce sont, 121 bénéficiaires. C'est à la fois donc une offre qui se structure et également, ce sont des projets qui font appel à cette offre de végétaux, en développant, dans certains cas, bah, des collaborations particulièrement étroites et engageantes, hein. Et pour illustrer, cela, on va se pencher ensemble sur, le projet de la ZAC de Pierre-Mille-les-Îles à Nantes. Et pour parler de ce projet, nous avons invité 3 intervenants. Donc tout d'abord, je vais m'adresser à Alice Lejeune. Oui, bonjour. Bonjour. Alice, vous êtes responsable d'opération à Nantes Métropole Aménagement et vous agissez donc en tant que maître d'ouvrage, hein, du Tout à projet de fait. la ZAC, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous expliquer, dans un premier temps, l'origine, de ce projet et d'ailleurs pourquoi Pierre-Mille-les-Îles? Alors, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ce projet, c'est que l'origine, du projet, remonte aux années 2010 au cours desquelles il y a eu les premières études et des premières concertations avec les parties prenantes, qui se sont tenues. Mais c'est véritablement l'année 2018, du coup, qui marque le lancement de ce projet avec la création de la ZAC de Pierre-Mille-les-Îles et le lancement d'une concession d'aménagement, par laquelle, Nantes Métropole a confié à Nantes Métropole Aménagement, la mission d'aménager cette ZAC. Et à l'époque et encore aujourd'hui, ce projet de Pierre-Mille-les-Îles s'inscrit dans une grande dynamique urbaine qui est engagée par Nantes Métropole, qui fait suite à un grand débat public et qui ambitionne d'offrir un cœur métropolitain renouvelé, assurant un lien à la fois avec la Loire et avec la nature.
Et j'insiste bien sur ce lien avec la Loire et la nature qui est un des gros volets qui ressort de ce grand débat public et qui flèche finalement plusieurs grands projets urbains au cœur de la métropole nantaise. Donc, Pirmil-les-Îles est un de ces projets. Pour ceux qui connaissent Nantes, il y a aussi d'autres projets qui sortent qui émanent de cette ambition, ou en tout cas qui sont confirmés via cette ambition. C'est le projet de l'île de Nantes, le Bas-Chantenay, ou encore le projet Gloriette Petite-Hollande. Et puis, puisque j'ai l'occasion de présenter un petit peu la ZAC pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, donc elle s'articule autour de 2 secteurs. Il y a un premier secteur qui est plus à l'est par rapport à la photo aérienne que vous pouvez visualiser. Donc, il y a un secteur qui s'intitule Pirmil-Saint-Jacques, qui est un grand carrefour multimodal qui doit être reconfiguré et urbanisé. Et puis, le secteur, pour le coup, que vous pouvez davantage visualiser, qui est en premier plan sur la photo aérienne, qui est le secteur de Bastille, plus à l'ouest, et qui est en fait un site qui a été remblayé après la Seconde Guerre mondiale, qui était historiquement en fait composé d'îles avant d'être remblayé, c'est d'où le nom Pirmil-les-Îles, qui est aujourd'hui, enfin depuis déjà un certain nombre d'années, un secteur globalement industriel et commercial, et avec en son cœur cette friche que vous pouvez visualiser sur la photo très nettement, on la distingue sans difficulté, qui accueillait des abattoirs et des dépôts frigorifiques jusqu'à il y a quelques années. Et donc, au total, sur ce secteur, ce sont 41 hectares qui ont vocation à devenir un nouveau quartier de la commune de Rezé, qui est cette commune limitrophe de Nantes. Pour information également, c'est sur ce secteur de Bastille que les études que le projet est le plus avancé, puisque les travaux d'aménagement des espaces publics doivent commencer d'ici la fin de l'année 2024, donc on y est tout juste, et les consultations des opérateurs immobiliers sont engagées également. D'accord, OK, merci. Et bon, on voit, c'est un projet d'ampleur, hein, et quels sont finalement les enjeux, clés, on va dire, de ce programme pour, une métropole telle que Nantes? Alors, l'objectif du projet, fondamentalement, c'est de poursuivre le développement urbain de la centralité métropolitaine, effectivement, en s'inscrivant dans un certain nombre d'enjeux. Je vais vous faire un résumé vraiment très synthétique, mais vous avez en premier lieu la mise en valeur des qualités paysagères des lieux, qui ont été mises de côté finalement avec l'industrialisation de ce secteur depuis plusieurs décennies. Donc, l'objectif, c'est de remettre en avant ces qualités paysagères, et on peut dire que le projet actuellement embrasse vraiment cet enjeu à travers l'aménagement des espaces publics, mais aussi avec un projet de renaturation des bords de Loire via l'aménagement d'un parc fluvial. Un autre enjeu du projet, historiquement, c'est de réaliser de nouveaux quartiers mixtes. Donc là aussi, ce projet de Pirmil-les-Îles, il doit accueillir à horizon 2037, tout secteur confondu, 3300 logements, dont 55% de logements sociaux. 92 000 m² de surface de bureaux, d'activités, de commerce, de futurs équipements également, parmi lesquels un pôle de mobilité service, une école, un gymnase, une piscine olympique métropolitaine. Donc voilà, c'est tout le quartier avec toute sa mixité. L'enjeu aussi, un enjeu important qui était axé autour des transports et de la desserte du coup de ces futurs secteurs. Si on regarde vraiment le secteur Bastille, ce secteur va voir arriver 2 nouvelles lignes de tramway, une ligne de busway à horizon fin 2027. Donc encore une fois, c'est un projet qui répond à cet enjeu. Un autre volet, un autre objectif du projet, c'était de mobiliser le public autour du projet. Je ne m'attarderai pas là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, mais il y a eu une démarche très volontariste, très, très engagée qui a été menée sur ce projet et qui continue à l'être. Et puis le dernier volet, mais on pourra y revenir, ce sont les enjeux de la transition écologique et énergétique voilà, sur Pirmil-les-Îles. Alors voilà, oui, en effet, sur les enjeux, alors écologiques, mais particulièrement sur les végétaux, les notions de eau et sol associées également, on voit que ça a une place, ou ça a une place prégnante dans le projet. Pouvez-vous nous dire, en tant que, maître d'ouvrage, pourquoi et comment vous avez formalisé ça concrètement? Est-ce qu'il y a une méthode que vous avez mis en place?
Déjà, je vais expliquer cette ambition en fait de construire sur Pirmez-les-Îles une ville vraiment responsable en matière de transition écologique. Elle est liée à la base à un contexte de décision et d'engagement fort de Nantes Métropole à l'époque. Je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, mais par exemple en 2016-2017, donc juste avant la création de la ZAC, la métropole est notamment engagée dans un grand débat, la transition énergétique, c'est nous, dont découlera une feuille de route intitulée Nantes Métropole en transition et qui mentionne le projet de Pirmez-les-Îles comme une opération exemplaire. Donc, il y a ce projet qui est à la fois porté par ce contexte de politique publique engagée de la métropole, et dans le même temps, on voit qu'émergent des études et de la concertation menées sur Pirmez-les-Îles, des questionnements très forts comme celui de comment fabriquer collectivement et durablement la ville nature. Et donc, c'est en s'appuyant vraiment sur cette convergence des ambitions, des attentes, que Nantes Métropole Aménagement, à l'époque, en tant que maître d'ouvrage de l'opération, retranscrit notamment dans ses marchés publics, et notamment celui de la maîtrise d'œuvre, une volonté de dépasser les standards en termes d'aménagement urbain, avec une commande qui est de re-questionner finalement les process habituels pour que le projet soit véritablement à la hauteur de ses ambitions. Donc, en tant que maître d'ouvrage, il y a une manifestation d'innovation, d'expérimentation via ces marchés publics, avec une demande forte de sourçage, notamment des filières, aussi bien des modes constructifs, mais que de la fabrique du vivant, pour envisager vraiment d'autres manières de faire. Et effectivement, parmi les préoccupations du maître d'ouvrage à l'époque et encore maintenant, il y a en particulier la réflexion sur le choix des végétaux. Quelle nature souhaite-t-on sur un territoire, par exemple, qui sera de plus en plus confronté à des épisodes de sécheresse? Il y a également une vraie volonté de s'engager sur la gestion circulaire des terres, avec un objectif d'utiliser un maximum des sols existants du site pour de la production de terres fertiles, notamment, plutôt que de compter sur un approvisionnement extérieur avec tout l'impact carbone et la consommation de ressources associées. Donc, sachant que les sujets sols et végétaux sont intimement liés, voilà, ça amène aussi toute la réflexion sur le végétal. Mais je vais laisser la parole à Dicila et Biotech pour rentrer davantage dans le détail. Voilà, on va passer de l'autre côté, on va passer du côté de l'équipe de maîtrise d'œuvre, en effet. Merci beaucoup, Alice. Maintenant, je vais m'adresser à Gaël Le Saout, chef de projet paysagiste concepteur chez Dicila. Je vais laisser Alice se Bonjour. connecter. Bonjour Alice. Vous faites partie donc de l'équipe de maîtrise d'œuvre, aux côtés, entre autres, d'Obras Architecte qui était le mandataire du groupement. Il y avait aussi Biotech qui est là avec nous et d'autres encore, tels que ZEFCO pour l'ingénierie environnementale. Quel a été le parti pris paysage, votre parti pris et les ambitions environnementales en réponse aux objectifs du maître d'ouvrage Oui, alors notre questionnement au démarrage de ce projet était de se dire que pour construire la ville nature telle que Nantes Métropole Aménagement nous challengeait, on ne pouvait pas considérer nos propos et notre contribution que sous les seuls aspects de conception, d'enjeux spatiaux ou d'enjeux esthétiques, et que le paysage et notamment le végétal avaient un vrai rôle à jouer pour répondre aux objectifs de transition écologique. C'est-à-dire limiter notre impact, quelle était notre empreinte écologique quand on construisait un nouveau quartier comme celui-là, en quoi notre travail et ce qu'on allait proposer allait permettre de pouvoir améliorer réellement la biodiversité, et comment on allait pouvoir travailler pour proposer des espaces publics qui soient adaptés aux conditions aussi de réchauffement climatique, qui étaient des questions de plus en plus prégnantes à l'époque, en début 2018, quoi. Et donc, on a réinterrogé un petit peu chacun de nos choix selon sa pertinence écologique et on a été amené à construire un parti pris autour de 3 fondamentaux. Le premier, c'était l'arbre et la canopée. Le deuxième, l'eau, et le troisième, le sol, en se disant que pour avoir quelque chose de vraiment résilient, il fallait qu'on pense les 3 de manière globale et de manière corrélée. Avec l'idée qu'on puisse proposer au sein de cette ZAC un ensemble de parcours ombragés qui permettent à chaque habitant ou usager de traverser le quartier au quotidien pour ses besoins du quotidien, et aussi pour rejoindre le parc fluvial, qui était un vaste parc de 4 hectares sur le site de Bacille, renaturé en bord de Loire. Et donc, ce travail de parcours ombragé, il
devait aussi prendre en compte la faiblesse de la ressource en eau, parce que bien qu'on soit en bord de Loire, on est sur des terrains qui sont remblayés par du sable sur 4 mètres d'épaisseur. Et du coup, prendre aussi en compte les caractéristiques de ce sol existant, très sableux, pour limiter au maximum nos apports en terre végétale et fonctionner en économie circulaire. Et donc, on a pensé le paysage de la ZAC avec un travail sous forme de lisières urbaines. On a appelé ça des lisières urbaines qui étaient inspirées de plantations plus forestières, avec des plantations qui étaient plus denses que ce qu'on a l'habitude de proposer en espace public et en milieu urbain, et parfois plus petites, en allant chercher des plantations de baliveaux, voire même de jeunes plants, ce qui est assez inhabituel dans le processus de construction de la ville. Et donc, au sein de ces lisières et de l'ensemble des autres espaces de la ZAC, on, on s'est aussi questionné sur la maximisation et la recherche de végétaux locaux et indigènes, pour de nombreuses raisons qui ont déjà été un peu évoquées, notamment par Damien en début du webinaire. Mais parce que pour nous, les enjeux de biodiversité, ils étaient quand même majeurs, compte tenu du positionnement du site en berge de Loire et de tout le processus de renaturation qu'on avait en berge. Mais on ne voulait pas se contenter d'avoir cette réflexion sur le local en berge. Pour nous, ça devait être présent dans l'ensemble du quartier. Et pour pouvoir maximiser aussi la capacité d'adaptation du végétal, avec l'idée que des végétaux locaux étaient capables d'une meilleure résilience et du coup d'adaptation aux conditions difficiles dans lesquelles on allait les planter. D'accord. Et donc pour, trouver ça, au démarrage du projet, vous avez mis en place finalement une démarche de sourcing. C'était d'ailleurs incité par, le maître d'ouvrage. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment ça s'est passé? Oui, donc le sourcing, c'était une demande du maître d'ouvrage et ça faisait partie de ce qui s'appelle le projet de transition, qui est un travail qui a été mené de manière parallèle au plan guide, donc dans les premières étapes de projet de la ZAC. Et ce projet de transition, il avait défini en fait des pas de côté, 5 pas de côté qui devaient permettre de répondre aux enjeux environnementaux et de transition. Donc sur la manière de construire, sur la manière de vivre, sur la manière de se déplacer et aussi sur le végétal et sur le paysage. Hem, Comment en fait, la question c'était comment on pouvait aller plus loin sur chacun de ces leviers et comment on pouvait être en accord avec les enjeux de sobriété carbone. Et donc, l'ensemble du groupement a mené des entretiens individuels avec les acteurs de la fabrique de la ville, sous toutes ses composantes, donc les filières de construction comme les filières du vivant. Et pour le paysage, on a été rencontrer des entreprises, des pépinéristes, et on les a questionnés sur leur approche face aux enjeux climatiques et environnementaux, et en les questionnant pour comprendre en quoi les filières locales, elles étaient en mesure de répondre aux enjeux du projet. Et sinon, comment on pouvait les accompagner et comment on pouvait essayer de travailler ensemble pour permettre d'atteindre nos objectifs. Et donc nous, on s'est très vite rendu compte que la capacité de s'approvisionner en végétaux locaux de manière assez massive. On est quand même sur une ZAC qui est avec une superficie très importante, donc avec une production de végétaux qui est quand même massive, notamment compte tenu des densités de plantation auxquelles on aspirait. Et pour pouvoir s'approvisionner en végétaux locaux, il fallait un petit peu changer notre manière de penser le projet. Déjà parce que les arbres, on n'allait pas pouvoir trop les trouver en végétal local, par exemple, et qu'il allait falloir justement planter aussi plus petit, pour pouvoir aller chercher ces ressources-là, et qu'ensuite il fallait qu'on revoie la manière de passer les commandes en anticipant énormément, les commandes et les fournitures de végétaux avec, la mise en place de contrats de culture et de collecte. D'accord, OK. Très bien, bon, on voit ça c'est des pratiques, ça c'est un peu peut-être qu'il me semble que ça apparaît comme des pratiques assez, assez nouvelles, assez récentes, même si, finalement ce projet-là, quand on en parle, ça fait déjà quelques années maintenant que le cabinet d'Icila, y travaille. Et comment vous voyez, vous, cette manière de travailler, travail sur l'anticipation? Alors effectivement, c'est une manière assez innovante de travailler, dans laquelle on réinterroge de manière permanente et constante nos pratiques et notre manière de dessiner. Et pour moi, ça nécessite 3 éléments un peu importants.
d'abord d'échanger plus encore que d'habitude avec les différents acteurs, de s'entourer des regards croisés avec les écologues, avec les pépiniéristes, les services gestionnaires qui n'ont pas non plus l'habitude en ville de ce type de plantation. Et le deuxième, et vous l'avez évoqué, c'est l'enjeu d'anticipation. Par exemple, sur Pierre-Mille-les-Îles, pour pouvoir planter des baliveaux issus de récoltes de graines locales, on a dû passer les commandes de végétaux 3 ans avant la plantation, à une phase à laquelle le projet il n'était pas du tout stabilisé. On était encore donc dans les processus de projet, on était encore en avant-projet. On avait de nombreuses phases avant de pouvoir aboutir à la consultation des entreprises. Donc le dessin n'était pas complètement finalisé, pas complètement stabilisé, et donc il a fallu anticiper énormément ces quantités et les types de plantation, les typologies. Et du coup, le troisième point, c'est que ça nécessite une souplesse au quotidien, une capacité d'adaptation du projet, parce que, il y a la théorie de ce qu'on veut et derrière, il y a la réalité de ce qu'on arrive à produire, des quantités qu'on arrive à avoir, et des cultures qui ont plus ou moins bien fonctionné en fonction des années, et cetera. Et du coup, ça nécessite pour nous de pouvoir adapter notre dessin et nos plantations en fonction aussi de ce que la filière est capable de produire. Donc c'est une façon très différente de penser le projet de ce qu'on fait habituellement. Bah, merci beaucoup. Penser différemment, travailler aussi avec, d'autres acteurs. Vous parliez de justement travailler au plus proche aussi de l'écologue. Je vais de ce fait, m'adresser maintenant à Ghislain Huich qui est écologue au bureau d'études, biotech. Je vais laisser Ghislain se connecter. J'y suis normalement. Bonjour, Ah bonjour à super, tous. bonjour. Bonjour Ghislain. Voilà donc, avec d'ici là, vous avez participé au choix des végétaux, hein, notamment pour ce projet. Comment vous avez, procédé tout simplement? Oui, alors donc je vais me permettre de rebondir sur ce qui a été raconté précédemment. Effectivement, toute la stratégie de végétalisation associée au projet de Pierre-Mille-les-Îles s'inscrit dans un concept qui se veut original. J'ai entendu parler de novateur, etc. C'est vrai que c'est avant tout un projet d'aménagement urbain à grande échelle, avec ses objectifs associés, ses contraintes, ses usages, ses modalités d'entretien. Ça a été dit, mais effectivement, Gaël le rappelait, l'usage des végétaux indigènes et le travail avec le végétal local, il est beaucoup plus rare à cette échelle-là. À ma connaissance, c'est encore peu usité. C'est aussi innovant ce concept dans le sens où le projet laisse une large place à l'écologie et au laisser-faire, c'est-à-dire l'acceptation d'un concept qui finalement est essentiel en écologie, qui est celui de l'inscription au sein d'une dynamique ou de trajectoire évolutive sur laquelle on accepte d'avoir moins de maîtrise que sur des projets plus, on va dire, habituels. Donc, autrement dit, finalement, c'est l'acceptation d'une évolution, d'une transformation un petit peu de ce qui va être mis en œuvre, ce qui va être planté, des formes, des tailles, des cortèges d'espèces, tout ça va être amené à évoluer, grandir, se déformer, et que finalement, l'aménagement n'aura pas la même physionomie ou la même portée aujourd'hui. En termes d'entretien, d'usage, etc., que demain. C'est important de le rappeler en introduction. Et donc, partons de ces principes et de tout ce qui a été raconté auparavant, notamment par Alice et Gaël. Il a été ainsi pris pour point de départ, non pas le choix d'une palette végétale, on va dire plus standard, répondant à des usages, des standards établis, liés par exemple à de l'apport de terre végétale, hein, comme ça se fait encore beaucoup, mais plutôt l'inscription au sein d'un contexte local, c'est-à-dire avec l'utilisation de sols en place, qui sont majoritairement sableux. Donc, s'inscription au sein d'une dynamique climatique qui est celle qu'on connaît, avec des longues périodes de sécheresse, notamment printanières. 2021-2022, ça a été assez marquant autour de Nantes. Et puis, au sein de corridors écologiques existants à préserver, à conforter, etc. Et donc, dans cette acceptation, finalement, d'utilisation raisonnée des sols en place, il a été fait le choix assez logique donc d'un panel d'espèces ligneuses, donc non seulement indigènes, adaptées au contexte ligérien, c'est-à-dire toute la vallée de la Loire au sens large, mais également susceptibles de s'adapter à des conditions de sol drainants, donc les sols sableux, et aux aléas météo, donc notamment la sécheresse, c'est-à-dire des végétaux poussant dans des milieux qui sont naturellement secs, où les végétaux développent leur génétique de milieu sec. D'où Et le vous choix de avez travailler finalement avec des végétaux jeunes, où le végétal local mmh. prenait tout son sens.
Et vous avez expérimenté, il me semble, hein, sur ce site. Oui, finalement, dans le souci d'illustrer un peu l'à propos des hypothèses de départ, mais aussi d'inscrire un peu ce projet dans cette démarche qui a été votée multi-acteurs, multipartenariale avec l'association des services techniques susceptibles de faire les entretiens. Donc, le choix a été fait de lancer 2 expérimentations. La première, c'était de préfigurer un peu la physionomie de la ZAC avec une espèce de tranche complète d'aménagement depuis les espaces les plus urbains jusqu'à la loi restaurée. Et le deuxième, c'était pour tester en conditions réelles, entre autres, les espèces, les sols, donc majoritairement sableux, agrémentés d'une petite part de compost, limon, etc., les cortèges, les conditions d'entretien, et tout ça sur une petite parcelle qui a été mise à notre disposition. Donc, on a mis en œuvre ces parcelles, ces petites placettes expérimentales et suivi avec les entreprises de travaux pendant 3 saisons. Donc, ces placettes nous ont permis de suivre la croissance, la viabilité des espèces plantées selon différentes associations, ambiance, substrat, etc. Et c'est ce qui illustre un petit peu le graphique là, que vous voyez à l'écran, à savoir que Mmh. on a pu mesurer un petit peu que les espèces ne s'exprimaient pas de la même manière, qu'elles réagissaient un peu différemment. Donc là, c'est la croissance moyenne des jeunes plants que vous voyez à l'écran, avec des chênes, érables champêtres, etc., qui s'expriment indifféremment selon les conditions de substrat et les années. D'accord, OK, bah, très bien, merci. Et alors du coup, grâce à ça et vous avez pu identifier les végétaux pour le projet de Pierre-Mille-les-Îles. Il y a eu des contrats de culture qui ont été passés avec, graines de bocage, les pépinières UO, mais aussi Fraxinus sp. Pourquoi le contrat de culture et quel a été plutôt votre rôle, vous, dans le suivi de ce contrat de culture? Alors, dès que le choix de la végétalisation avait été fait, donc il a fallu naturellement se tourner vers toute cette logistique de fourniture de végétaux qui est un peu crispant ces dernières années, parce qu'il y a une forte demande. Et donc, cette stratégie, aussi vertueuse soit-elle, n'aurait pas été complète sans la prise en compte d'une question que je considère essentielle aujourd'hui, c'est-à-dire l'anticipation de la reprise des végétaux en environnement contraignant, puisqu'on travaille en environnement contraignant, on a parlé du sable, etc., et avec tous ces aléas climatiques qu'on connaît, après avoir été finalement, je pourrais dire presque biberonné en pépinière. Donc du coup, les palettes choisies n'étaient pas nécessairement disponibles en version sauvage au sein des pépinières locales, les acteurs locaux n'étant pas encore organisés pour des collectes en milieu naturel et fournitures en flux tendu sur les terrains. Donc il a fallu se tourner nécessairement vers des contrats de culture, c'est-à-dire c'est une forme de contrat qui garantit l'approvisionnement d'espèces dans les quantités souhaitées du marché et en temps voulu. Et ça a été aussi, je crois, pour Nantes Métropole Aménagement, l'occasion d'un véritable mode de soutien de la filière du végétal. Et donc, ce n'était pas seulement un contrat de culture au sens classique du terme, c'est-à-dire on vient réserver les végétaux en pépinière et on s'assure qu'ils seront disponibles. Là, Manuel Rousseau le disait un peu en introduction, il a travaillé avec nous sur ce projet-là. Il s'agissait vraiment de mettre en œuvre une véritable stratégie complète depuis la collecte des espèces souhaitées, la recherche de sites de collecte, la collecte des espèces souhaitées, dans une variété de milieux et de conditions qui permettent de répondre à nos objectifs et dans des conditions et les élever en pépinière dans des conditions de rusticité extrêmes, c'est-à-dire faible apport d'eau, pas d'amendement, etc., qui vont rappeler finalement les conditions où elles vont pousser. Tout l'intérêt était là. Donc on a eu la chance de tomber sur des pépinières engagées qui sont vraiment organisées pour rechercher les sites ressources, collecter, faire germer, grandir, élever en pleine terre, conduire jusqu'à différentes tailles qu'on n'a pas l'habitude de voir en végétal local, c'est-à-dire jusqu'à des baliveaux assez hauts, et puis nous les livrer pour le chantier. Donc effectivement, avec d'ici là, notamment, on a pu mener une mission un peu de suivi de ces contrats de culture en faisant un petit peu sans arrêt le trait d'union, la transition entre le projet et puis les pépinières, c'est-à-dire être obligé aussi d'ajuster un petit peu au gré de ce qu'on trouve dans le milieu, ce qu'on ne trouve pas, ce qui pousse bien en Mmh. pépinière, ce qui ne pousse pas, et finalement d'ajuster un petit peu les palettes végétales et en faire bénéficier au projet. Voilà. Merci. Oui, ce qu'on trouve pas dans le milieu justement, on le disait, Graines de Bocage, c'est l'un des producteurs associés au projet. Manuel, est-ce que vous pouvez nous indiquer, par rapport à ce projet, où en sont finalement les récoltes de graines ou les plants, utilisés? Oui, alors par rapport à ce qui a été dit, oui, ce que je trouve intéressant aussi, moi quand j'ai fait ce contrat de culture, c'est assez impressionnant hein, pour une petite structure quand même comme la mienne. Vous m'entendez, hein? Très bien, oui, oui.
Ouais. C'est vrai que c'est engageant. Et l'idée dans le contrat de culture, c'est de prendre en compte les aléas de chaque côté. Et en fait, ça pose la question d'être en mesure de s'engager à produire des espèces qu'on n'a pas jamais produit jusqu'à maintenant pour certaines, de trouver les sites de récolte. Et, euh, et donc, voilà, je voulais quand même contrebalancer pour dire que les aléas, en fait, ils viennent quand même des deux côtés. C'est-à-dire que moi, ça me rassure plutôt. J'avais peur que ça soit que de mon côté, d'avoir des difficultés d'approvisionnement. Après, on remarque, et c'est normal, sur des projets urbains, sur 8 ans, en fait, il peut y avoir aussi des retards sur les travaux, etc. Donc là, très concrètement, pour donner des éléments, euh, ça n'a pas été dit, je crois, mais l'idée, c'est que moi, je récolte, je fais les naissages des plants, et ensuite, ils vont partir sur les pépinières partenaires UO et Fraxinus, parce que eux, ils ont un sol sableux qui est plus proche des conditions de plantation, et ça, c'est hyper important, hyper intéressant et assez novateur. Et donc pour l'instant, il y a 500 baliveaux qui sont partis chez Fraxinus, qui sont en train de pousser, qui sont partis il y a 2 ans, et puis 1400 plants qui sont chez, alors j'ai dit UO, les 500 baliveaux chez UO et 1400 plants chez Fraxinus pour faire du jeune plant en touffe. Et en gros, très concrètement, ce qui se passe, c'est que moi de mon côté, je dois avoir je sais pas, à la louche, un quart des espèces où il y a besoin de moduler parce qu'elles n'arrivent pas exactement au moment où on l'a pensé, un retard sur la récolte, etc. Et, euh, et bah, Ghislain pourra confirmer. Et puis là, par exemple, on est dans une phase de stop de la production. Cette année, je vais rien produire pour Nantes pour recoller au retard des travaux et aux tranches prévues de plantation. Donc, on a cette espèce de flexibilité qui, à mon avis, marche assez bien parce on est confronté chacun de notre côté à des aléas. Et le fait de faire des ajustements réguliers, moi, ça me permet d'ajuster ma production et eux aussi de tenir compte de mes difficultés. Et je pense que la clé de la réussite, elle est là, dans ce dialogue permanent. Et aussi, ils ont la possibilité il y a cette proximité qui permet aux gens de se rencontrer et de venir à la pépinière, etc. Ce qui fait qu'on sait à peu près où on en est, malgré bah, les grosses difficultés ou d'aléas qui peuvent arriver quand on travaille avec du vivant ou quand on travaille sur 8 ans sur des travaux urbains, quoi. Voilà. Non, bah, merci beaucoup pour ces compléments. Je pense que ça va peut-être amener beaucoup de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&R au besoin et on les partagera avec les participants juste après cette dernière séquence. Puisque là maintenant on va un peu dézoomer et on va s'intéresser maintenant à la publication du guide dont on parlait en introduction et qui sera disponible à l'issue de ce webinaire qui se nomme De la graine au paysage, pourquoi et comment prescrire les végétaux sauvages et locaux. Et pour en parler de ce guide qui a mobilisé de nombreux acteurs, comme nous le verrons dans les éléments qui vont être partagés, je vais m'adresser à Damien Provandier et Catherine Déhableuse, qui est également paysagiste concepteur à l'atelier Cap Paysage Urbanisme et paysagiste conseil de l'État. Donc, peut-être, Merci Maxime. oui, Damien, si tu peux dresser un tableau de ce qu'on nous trouve Je vais dans dresser ce un guide. tableau, essayer Merci. de garder le timing pour avoir du temps pour les questions. Je vais aller assez vite, mais de toute façon, dans quelques minutes, vous aurez le lien pour lire ce guide. Donc, si on peut voir le plan sur la prochaine diapo, ce plan se passe en 3 parties. Vous allez avoir une première partie comprendre, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, là, les fondamentaux, les quelques diapos qu'on a donnés. Une partie sur la prescription, on va y revenir avec des éléments sur les questions à se poser, quelques clés sur justement comment prescrire du végétal local, comment dialoguer entre les différents acteurs de la filière avec des exemples justement comme Pyramide-les-Îles où les projets se sont inspirants, qui se sont bien passés, et des fiches techniques où on détaillera différents éléments. Donc sur la partie de la compréhension, eh bien, nous avons dans cette première partie, en complément du pourquoi, on a des portraits d'acteurs. Comme vous a montré avec Manuel, ce sont eux qui parlent le mieux de leur engagement dans la démarche. Et ces différents acteurs, qu'ils soient collecteurs de graines ligneux, pépiniéristes naisseurs, de forestiers, pépiniéristes éleveurs, ou la même chose sur les herbacées, ainsi que le large réseau des correspondants locaux de la marque, qui sont vos interlocuteurs en région au sein des conservateurs botaniques et de la fac. Tous ces réseaux sont décrits dans le comprendre. Comprendre la marque, c'est aussi comprendre un collectif. Sur la deuxième partie du guide,
Eh bien, nous avons entamé ce guide avec des questions fondamentales. L'idée, quand on démarre un projet, c'est justement de se poser un ensemble de questions et c'est les questions que vous allez trouver. Vous allez trouver des éléments de réponse, en tout cas, dans le guide. Alors, le premier point à se poser, c'est déjà qu'est-ce qui est déjà là? Le végétal local, c'est souvent celui qui est déjà là. Comment éventuellement faire de la régénération assistée avec régénération naturelle assistée avec ce déjà là. Ensuite, les vocations du site, ça a été largement évoqué aujourd'hui. On y reviendra. Est-ce qu'il faut planter? Est-ce qu'il faut laisser faire les dynamiques naturelles? Quels végétaux planter, semer? Pourquoi prescrire du végétal? Quel type de marché? Qui produit? Comment anticiper? Quels sont les contrôles? Comment valoriser ma démarche? Toute une liste de points qu'on va aborder dans le guide. On va les aborder alors tout d'abord avec une introduction qui va être reprise aussi par Catherine, mais qui amène justement un changement de paradigme. Quand on va parler du végétal, et on le voyait trop souvent dans des marchés, hein, ce guide en fait est issu d'une analyse de 10 ans et de différentes études qui nous ont permis d'analyser en fait avec les acteurs qui sont, les acteurs de la chaîne de valeur et qui sont des acteurs de la prescription, ce qui s'était bien passé, ce qui s'était bien moins bien passé. Cette question d'anticipation est complexe. Trop souvent, les végétaux sont commandés au dernier moment en sous-traitance, de l'entreprise du paysage. Alors que le sourcing a été bien fait, parfois on n'aboutit pas avec du végétal local. Changer de paradigme, c'est anticiper, c'est échanger avec les producteurs, c'est connaître et soutenir des filières locales. La conception différenciée, on en reparlera, c'est aussi se dire, en fait, on a différents enjeux, on a différentes vocations. L'idée est de voir à quel endroit je mets du végétal local, à quel endroit je combine avec d'autres gammes végétales existantes, culturelles, ornementales et autres qui sont complémentaires. Et puis, c'est du projet de territoire, on le voit, c'est des pépinières aussi qui naissent sur les territoires, c'est des ressources. Conserver des haies pour les graines, ce sont des ressources sur les territoires. Et donc, ces projets de territoire, c'est aussi le cœur du projet. Alors, en rentrant plus précisément dans les marchés, quand vous allez faire un marché, vous allez vous poser la question du type de marché, marché de fourniture, marché de travaux, contrat de culture, tout ça, vous allez trouver des clés dans le guide. On a différentes innovations qui ont été faites, comme l'achat public innovant. C'est Bordeaux Métropole qui, pendant 3 ans, a travaillé avec un semencier, a testé des mélanges, vraiment un partenariat public-privé. Et ils ont innové en utilisant un dispositif innovant du marché public avec des spécificités qui sont détaillées. Le groupement de commandes du PNR de la Brenne, qui a réuni différentes communes, différents acteurs, pour pouvoir commander à plusieurs pépinières, pour tester aussi différents itinéraires techniques de pépinières, un grand nombre de végétaux, et le PNR, dans sa mission, pourrait tout à fait être une communauté de communes ou autre qui mettrait en place ce type de commande. Prochaine diapo. Eh bien, pour illustrer tout ça, dans cette prescription, ce sont les acteurs et c'est ce lien entre acteurs qu'il faut tisser pour, justement refaire, lien autour du végétal local. La maîtrise d'ouvrage privée ou publique, bien sûr, qui doit s'engager et préciser sa commande, c'est elle qui oriente, la vocation du projet. Pour répondre et pour l'accompagner, elle peut prendre une assistance à maîtrise d'ouvrage qui, sur les gros projets comme des projets d'infrastructure linéaire, là, on voit une photo du contournement d'Orléans, c'est la 10, ou plutôt non, c'est la LGV Tour Bordeaux, mais c'est la même entreprise, c'est l'entreprise euh, qui est du conducteur de travaux qui est ici, de Bourdin Paysage, me semble-t-il. Euh, et donc, du coup, qui avait répondu à ces marchés avec des contrats de culture également. Mais il y a eu une assistance à maîtrise d'ouvrage qui a accompagné, parce que c'était quand même de l'anticipation, c'était une spécificité végétale locale. Donc, Luc Van Crelinck en particulier, qui a fait ça sur plusieurs gros chantiers. Et puis, sur la partie maîtrise d'œuvre, le rôle du paysagiste concepteur, le rôle de l'écologue, qu'on voit de plus en plus dans une complémentarité, dans un binôme, avec des portraits qui sont faits, des témoignages, des verbatims que vous trouverez dans le guide. Choisir la palette, c'est une étape essentielle. Il y a des guides en région qui se mettent en place pour vous aider. Les listes sur végétal local ne sont pas des listes de prescription, ce sont des listes que les producteurs ont demandées. Donc la liste, il ne faut pas la voir comme une liste d'éligibilité non plus. C'est en fonction des régions, en fait, les producteurs se sont positionnés sur telles espèces ligneuses, herbacées, et petit à petit, ces listes se sont complétées. Actuellement, sur le site internet, il doit le mettre à jour également s'il produit ces espèces ou non. Alors, ce n'est pas non plus des catalogues de stock, on n'est pas sur des outils comme VGstock ou autre, on est sur des outils vraiment de liste d'espèces. Par contre, en région, les agences régionales de la biodiversité et d'autres acteurs mettent en place des guides comme les guides plantons local qui, eux, vont vous aider par type de milieu à mieux comprendre ce que sont les espèces indigènes et locales et qui peuvent être plantées dans ces milieux-là. La gestion, on en parle également puisque le vivant, quand on l'a planté, c'est le début de sa vie et la gestion qu'on mettra en place orientera les trajectoires.
Alors, 5 fiches techniques qu'on a précisées, qu'on a mis aussi, parce que quand on parle avec des prescripteurs, on est dans le cadre de la loi MOP, on est sur de l'avant-projet jusqu'à la réception. C'est très codifié, c'est très cadré avec des missions spécifiques et on a essayé de positionner ces fiches dans ces missions. Cette figure, vous pourrez la voir, elle le précise. La première fiche, elle fait appel au sourcing. Concevoir avec le sourcing, on en a pas mal parlé aujourd'hui, c'est une étape essentielle. Recommandé dans le cadre des marchés publics. Le sourçage, le sourcing, l'idée, c'est pas de faire un marché de quelque chose qui n'existe pas. Il faut qu'on s'assure qu'il y ait quand même des producteurs qui sont en capacité de répondre. Après, soit on fera un contrat de culture, soit pour les quantités qu'on a, on fait une réservation. Il y a différents outils. Ensuite arrive le CCTP, qui est souvent vu comme le Graal, ce qui va tout résoudre. Le CCTP est un outil parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on va avoir, dans les dossiers de consultation des entreprises, on va avoir le CCTP, donc cahier des clauses techniques particulières, on va avoir le bordereau de prix unitaire, dans lequel on peut aussi préciser les origines, on va aussi avoir le règlement de consultation qui permet d'analyser les offres. Souvent, la question qui nous est revenue depuis le début de Végétal Local, c'est oui, mais comment vous pouvez citer Végétal Local dans un marché public? Le marché public ne permet pas la discrimination locale. Eh bien, Végétal Local n'est pas de la discrimination locale. Pourquoi? Puisque Végétal Local s'appuie sur des règles de conservation de la biodiversité et des exigences de conservation de la biodiversité. C'est-à-dire que les végétaux de la marque sont collectés dans la région d'origine, sont produits dans la région d'origine, pas forcément parce que les jeunes arbres, avant leur floraison, peuvent être produits aussi dans d'autres régions d'origine. Et en fait, ce qui fait que ce n'est pas de la discrimination du territoire, c'est qu'il y a, par exemple, des entreprises, une entreprise belge dans le nord de la France, Ecosem, qui travaille suivant les règles de la marque en bassin parisien nord, avec des collecteurs et avec des agriculteurs, donc qui fait tout le processus de production en France, mais qui est d'une origine européenne autre. On a aussi Econseeds, qui ont leur siège ailleurs, en Europe. Donc, on n'est pas sur de la discrimination. C'est ce qui nous différencie d'autres labels et c'est ce qui permet, en fait, cette démonstration permet d'expliquer que cette marque collective de l'Office français de la biodiversité, ouverte à tous, transparente sur ses critères, est un label au sens de la commande publique et peut être cité comme un label au sens de la commande publique, en citant aussi l'équivalence, mais là, je n'ai pas le temps d'y revenir dans les détails et vous le trouverez dans le guide. Mettre en place un contrat de culture, c'est quelque chose qu'on a pas mal détaillé aujourd'hui. Donc, le suivi, les articles, tout ça, il faut faire attention. Il faut prévoir, quand on fait un contrat, il faut prévoir ce qui peut mal se passer. C'est comme ça. C'est ça qui est intéressant dans un contrat et ça a été précisé par Manuel. Contrôler, suivre l'approvisionnement. Vous aurez des clés aussi sur comment contrôler les bons de livraison, les commandes. Il faut faire attention à ça. Il faut savoir s'adapter aussi. Bien sûr, parfois, le vivant, il y a des choses, il faut remplacer une espèce par une autre. Si on est tout près, si on n'a pas cette origine-là, est-ce qu'il vaut mieux une origine tout venant ou prendre la région la plus proche? Tout ça, c'est des adaptations et surtout un contrôle. Il faut tous que l'on se forme et vous, prescripteurs, à bien contrôler ces réceptions d'étiquettes. Le logo végétal local sans la région d'origine n'a aucun sens, par exemple. Et ensuite, vous devez aussi avoir le numéro de lot, le nom de l'espèce, par espèce, pour les espèces. Informer, partager, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui fera la marque grandira, et c'est ce qui fait aussi que vous convaincrez vos élus qui ont besoin aussi de savoir, de comprendre, et la population qui connaît encore peu en fait ces sujets-là. Et donc pour cela, par exemple, on peut vous fournir une affiche si vous nous fournissez les factures de végétal local. Il y a tout un tas de réunions qui s'organisent et on en reparlera. Merci Damien pour cette présentation. Je suis sûr qu'il va susciter des questions des participants. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions en les écrivant dans le QR et non dans le chat. Et enfin, pour finir, je vais m'adresser à Catherine. Catherine, vous êtes paysagiste concepteur et assez rapidement, parce qu'en fait, j'aimerais qu'on garde vraiment un temps pour les questions-réponses. En effet, est-ce que vous pourriez partager ce qui vous a particulièrement marqué lors de ce travail, lors de l'élaboration de ce guide? Ce qui m'a le plus marqué, c'est de partir de la graine. En effet, quand on parle de paysage, on parle souvent de déjà là, et c'est le contexte, les usages, et finalement la graine, c'est aussi ce déjà là. Ce qui change nos habitudes de travail. La démarche de projet prend en compte de façon plus concrète le végétal dans sa temporalité, puisque l'on part de la récolte de la graine jusqu'à sa plantation, enfin, jusqu'à la plantation sur le chantier. Et quand on prend cette dimension, cette temporalité du vivant dans le projet, on doit adapter nos habitudes de travail. C'est ce que font les différents acteurs, là, comme on l'a bien entendu lors du projet de Pyramide.
Et c'est en exigeant de nouveaux standards pour la mise en œuvre du projet qui est vraiment, qui est vraiment intéressante aussi dans la démarche végétale locale. Alors, je ne dis pas qu'il faut planter des végétaux locaux partout, hein, car seul le site peut nous dicter nos choix. Et d'autre part, ce qui m'a aussi marqué, c'est l'engagement des acteurs, de tous les acteurs de l'aménagement et aussi la façon dont plus de transversalité entre les compétences se met en place, en fait. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci Catherine, merci Damien. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on passe à une séquence de questions-réponses. Aussi, posez vos questions dans les questions-réponses pour que nous puissions les partager avec les intervenants. Et je remercie une fois de plus Sandra Malaval du réseau du Conservatoire botanique nationaux et coordinatrice également nationale de la marque digitale locale qui est à nos côtés pour vous apporter déjà au fil de ce webinaire des réponses écrites dans le question-réponse. Ludovic, est-ce qu'il y aurait une première peut-être question qu'on pourrait partager? Alors déjà, pour dire qu'il y a une cinquantaine de questions qui ont été partagées, dont la moitié qui ont été répondues déjà par les intervenants. Merci à vous d'avoir répondu au fur et à mesure. Peut-être par rapport à vous qui avez la connaissance du contenu du guide, il y a déjà des réponses qui sont apportées, j'imagine, à des questions qui sont posées. Donc, je vais peut-être plutôt vous laisser à vous, Maxime, Damien, Sandra, peut-être identifier la première question et peut-être rappeler quelles sont les réponses qu'on trouve déjà dans le guide. Parce qu'il y a pas mal de questions, je pense, où la réponse est dans le guide. Eh Et bien, peut-être je me merci. trompe. Donc, le Oui, lien donc, pour accéder au guide, je l'ai partagé dans le chat. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Le diaporama, donc, on vous l'enverra aussi et on vous rappellera le lien pour télécharger le guide. oui, bonjour à tous. Alors peut-être une première question autour de la commande publique. Damien a un petit peu répondu, mais peut-être il y a besoin de préciser un peu plus. Alors c'est une question d'Éléonore Cour, comment dans la commande publique avez-vous réussi à écrire dans les marchés les exigences végétales locales sans avoir de remise en cause liée aux questions de respect de la concurrence, CCTP, critères environnementaux, etc. Est-ce qu'on peut peut-être repréciser? Oui, tout à fait. Alors, je suis passé un petit peu vite là-dessus. En fait, il ne s'agit pas que d'un endroit où on peut citer. Donc, on a cité l'article qui permet expliquer que Local est un label au sens de la commande publique et considéré comme un label. En fait, un label dans la commande publique permet de d'écrire des spécificités techniques avec un certain nombre de critères. Donc, à partir du moment où végétal local avec la région d'origine peut être cité dans la commande publique, elle peut être citée dans différents documents de consultation des entreprises. Elle peut être citée dans le CCTP, dans l'aspect fourniture, origine des végétaux. Elle va être citée à chaque fois qu'elle sera citée, il faut exiger végétal local ou équivalent. Alors, l'équivalent doit être démontré sur la base de dossiers techniques, c'est-à-dire des végétaux qui sont tracés, récoltés en milieu naturel. Cette équivalence, pour quelqu'un qui serait en cours de se mettre en végétal local, s'il vous fournit ses fiches de collecte et qu'il arrive à démontrer au niveau de la diversité génétique qu'il respecte les critères de la marque végétale locale, eh bien, vous devez accepter son offre. À partir du moment où vous consultez plusieurs entreprises, vous, de toute façon, vous rentrez dans le critère des marchés publics et donc cette mise en concurrence est faite. Et aujourd'hui, avec 120 pépinières, l'année prochaine, on en a 50 de plus. Il y a sur chacune des gammes différents pépiniéristes capables de répondre dans les régions biogéographiques. À savoir que dans Végétal Local, on est sur des régions biogéographiques. Et comme je vous disais, certains pépiniéristes produisent plusieurs régions biogéographiques, puisque pour les jeunes plants de ligneux, par exemple, eh bien, les jeunes plants de ligneux, dans le jeune âge, peuvent être produits dans une région proche. Ce qui est important aussi, c'est de citer dans le bordereau de prix unitaire et dans le règlement de consultation. Règlement de consultation, ce sont les critères qui vont vous permettre d'étudier les réponses que vous aurez. Eh bien, ce règlement de consultation, dans notamment cette question de pondération, comment on va pondérer entre l'aspect quantitatif, le prix, et l'aspect qualitatif. Vous pouvez là-dedans mettre des critères. C'est très technique et je pense que du coup, vous trouverez vraiment des éléments. On n'a pas fait le choix de mettre des CCTP que vous pourriez copier-coller. Il y a trop de diversité de projets pour mettre des CCTP en copier-coller et cette pratique-là amène finalement à avoir des listes d'espèces qui circulent. Par contre, vous allez avoir des tableurs entiers dans le guide qui vous donnent sur tous les articles comment mieux rédiger vos articles. Et également, sachez qu'on est là
nous, animateurs de la marque au niveau national, on organise des formations et on est prêt à relire au CCTP. Vous n'étiez pas si nombreux à en avoir fait des CCTP avec du végétal local parce que c'est aussi innovant, c'est jeune et donc du coup, il va y en avoir de plus en plus. Et à partir de ce guide, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Nous serons preneurs de vos retours, à savoir que nous innovons ensemble sur cet aspect-là, mais d'un point de vue juridique, ça a été vérifié et cadré, ça a été expérimenté par des organismes publics divers. Je confirme juste que sur Pierre-Mille-les-Îles, c'est bien effectivement une demande de végétal local qui a été exprimée via les marchés, notamment de contrats de culture ou équivalent. C'est effectivement la petite nuance. Et il est possible dans le règlement de consultation de mettre un critère assez général sur l'adéquation des lieux de collecte des semences et des lieux de culture, des végétaux avec les exigences des végétaux à fournir. Voilà, c'est possible. Merci beaucoup. Peut-être rappeler, ça a peut-être déjà été dit, mais les correspondants locaux, parce qu'il y a pas mal de questions effectivement qui se rapportent à des territoires. Peut-être rappeler où on peut trouver ces éléments sur le site, puisque là, je pense que il y aura, enfin, ce webinaire, vous étiez plus de 300 connectés, donc l'idée, c'est que vous puissiez identifier des contacts aussi peut-être et savoir comment vous pouvez approfondir la question si vous êtes déjà venu chercher des réponses. Damien, Sandra? Oui, le lien est en ligne là, je viens de le mettre dans le chat. Vous allez sur le site de Végétal Local, vous tapez sur les végétaux, les producteurs, vous choisissez votre région biogéographique et là, vous avez une première liste de contacts. Par exemple, je vais dans les Alpes, là, je clique les Alpes, et bien j'ai 2 contacts, Stéphanie Hugues du Conservatoire national alpin et Sylvie Monnier de la fac agroforesterie. Vous avez leur mail, vous avez leur téléphone. Vous pouvez utiliser aussi des adresses génériques, sud-ouest@végétallocal.fr, ça écrit à tous les correspondants. Donc sur le site internet, vous avez bien tous ces correspondants régionaux en région qui organisent un grand nombre d'événements et qui sont vos portes d'entrée finalement en local. Merci Damien. Moi j'ai une question ici qui mentionne, est-ce qu'il faut intégrer très longtemps en amont le végétal local dans les projets d'aménagement ou est-ce que finalement il existe au sein des pépinières des plants prêts à planter ou faut-il s'y prendre très en amont? Voilà. Cette notion d'anticipation, je peux peut-être Ça dépend, quoi. peut-être Manuel si ou Ghislain, Ouais. si vous voulez rebondir là sur cette disponibilité des plans. Eh bien, oui, bah, du coup, ça fait partie du travail qu'on fait avec Ghislain, en fait. Donc, pour moi, c'est important de préciser ça. C'est le rôle de quelqu'un comme Ghislain dans un tel projet. C'est que lui, il a à la fois les connaissances écologiques, il a à la fois les connaissances de la façon dont se déploie un projet urbain et aussi, et très important et peut-être un peu trop rare, il connaît les contraintes de pépinière. C'est-à-dire que moi, je peux discuter avec lui, lui dire, ben, moi, j'ai telle espèce qui vient de là. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Il sait très bien de quoi je parle. Et donc, effectivement, moi, j'ai ma production routinière, entre guillemets, et c'est ce qui va permettre de faire tampon quand on a un problème de disponibilité, etc. On va pouvoir discuter sur ma production de croisière, s'il y a des choses qui peuvent l'intéresser et de nous permettre de coller au mieux voilà, au marché. D'accord, merci. Je ne sais pas si je pense qu'on a les éléments de réponse. Il y avait une question aussi qui parlait de cette disponibilité, cette flexibilité dont on parlait pendant le projet, qui a intéressé certains participants et qui s'interrogeait sur comment prendre en compte le coût, justement, dans la conception des projets. Et là, je me tourne peut-être plus vers Gaël. Cette anticipation, comment on l'intègre finalement? Alors effectivement, nous, dans les estimations, on a intégré enfin les lignes de prix pour les végétaux de provenance locale sont des prix différents des végétaux classiques parce que dans le cas du projet Pierre-Mille-les-Îles, on n'a pas uniquement demandé des végétaux en végétal local. Enfin, on a une grande diversité de végétaux, donc la production de végétal local, c'est une partie des végétaux. Et dans les marchés de contrats de culture, dans cette question d'adaptation, on a rajouté une, une ligne de prix pour le maintien des végétaux une année en plus en pépinière, par exemple, ce qui permet sur commande de déclencher en fait une capacité de la pépinière à maintenir ses végétaux une année de plus pour pallier aux aléas de calendrier qui sont assez difficiles à anticiper 3-4 ans avant la plantation.
avec des estimations qu'on a faites de notre côté en se basant sur des aléas, des questions de risque, pour pouvoir donner au maître d'ouvrage une vision, ce qu'on espère la plus juste possible du montant final. Eh bien, merci. Il y avait aussi une question sur la diversité des espèces dans le projet. Certains parlaient des arbres fruitiers. Est-ce que vous avez travaillé sur des combinaisons? Parce qu'on a fait un focus sur les végétaux marqués végétal local, mais quid des autres un peu? Oui, il y a différentes palettes végétales qui ont été pensées. Et il y a notamment sur la question des fruitiers, il y a notamment une palette végétale qu'on a travaillé sur certains secteurs sur la question du comestible, où on est venu chercher à mettre en place des arbres fruitiers, des petits fruits, des plantations herbacées potagères, par exemple, avec une réflexion cette fois. Donc, on n'est pas spécifiquement sur du végétal local. On a eu une réflexion ici sur l'adéquation des plants avec, on n'est pas allé chercher des fruits qui poussent en Amérique du Sud, par exemple. Enfin, il y avait une certaine logique à quand même chercher des végétaux qui ont un sens dans la région nantaise. Et sur les fruitiers, on est allé chercher, par exemple, des variétés anciennes, parce qu'on trouvait ça intéressant d'aller chercher ce type de variété. Donc, c'est une autre réflexion qu'on a eue sur le projet. Savoir que les variétés anciennes sont très complémentaires, mais n'ont été issues de sélection, donc ne peuvent pas être marquées végétal local. Et c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas intéressantes. C'est une bonne illustration de cette combinaison entre différents types de végétaux. Après, par rapport au coût, il y a quand même beaucoup de projets avec des contrats de culture qu'on cite dans le guide et qui nous disaient justement que ça leur permettait déjà d'avoir un coût équivalent sur des grandes quantités à d'autres origines et voire un coût maîtrisé en fait. À partir du moment où on fait un contrat de culture, quand on voit l'inflation ces 2-3 dernières années et l'augmentation très forte qu'il y a eu sur le coût des végétaux, eh bien ces contrats de culture d'ampleur qui avaient été faits il y a 2 ans ont permis en fait de garantir un coût. Donc cette question du coût dépend des usages, dépend des types de gamme, dépend des quantités. Très complexe de comparer, mais le végétal local n'est pas forcément plus cher. Ça dépend vraiment des types de gamme et des types d'usages. C'est difficile de comparer en fait des choses qui ne sont pas les mêmes. Très bien. Il y a quelques questions également je vois, sur le changement, l'adaptation des espèces au changement climatiques qui ont été formulées. Là-dessus, je tiens à rappeler qu'il y a c'est un sujet, qu'il y a publication, une brochure qui a été réalisée de la marque Végétal Local, qui est accessible de tous, hein, sur le lien qui a déjà été aussi partagé, si vous souhaitez des éléments de réponse sur ce sujet qui, bien sûr, est d'actualité et qui intéresse de nombreux acteurs. Je ne sais pas si un intervenant veut aussi compléter ou... Bah, l'idée, ce qui a été expliqué, hein, aujourd'hui, c'est de donner, la biodiversité, elle a été beaucoup, détruite, durant ces 50 dernières années. Planter du végétal local, c'est lui donner des possibilités d'évoluer. C'est des démarches de conservation dynamique et les principes de résilience, la diversité génétique, toute la capacité de remettre en place des écosystèmes, des corridors écologiques, c'est une des stratégies fortes, en tout cas dans le domaine de la restauration écologique et c'est partagé au niveau international par les scientifiques pour la restauration de la biodiversité. Après, vous entendrez bien sûr en agriculture, et c'est bien normal en viticulture quand on est sur des clones, qu'on essaie de trouver le cépage le plus adapté. C'est pas pareil de semer une prairie et que de planter des vignes. C'est pas pareil de planter une forêt de production pour lesquelles il y a des origines déterminées, spécifiques à la forêt, que de planter un corridor écologique sous forme de haies. Et donc, la question du changement climatique, actuellement, il est voilà, c'est une question scientifique prégnante. Actuellement, on ne voit pas de mortalité chez l'ensemble des espèces. On voit plutôt des dynamiques, des sélections naturelles qui se mettent en place. Il y a déjà eu dans l'histoire des temporalités géologiques des évolutions très fortes. La nature a des capacités pour évoluer, le vivant a des capacités pour évoluer. C'est ce qu'on essaie d'expliquer dans cette plaquette. Et le végétal local vient s'inscrire dans ces démarches de conservation de la biodiversité. Les questions de changement climatique sont importantes,
mais est-ce à l'homme de choisir d'aller chercher des origines d'autres continents ou autres pour faire le grand ordonnateur du vivant? C'est une question qui était posée dans un webinaire précédent avec une image d'Alice au Pays des Merveilles qui était très intéressante. En tout cas, faisons confiance au vivant, faisons confiance au végétal local aussi pour essayer de répondre à ces enjeux inquiétants, forts. Et on pourra se revoir éventuellement pour un webinaire spécifique sur ce sujet, car c'est une question très importante. Et expérimentons des choses, justement, expérimentons le végétal local dans ces projets. Justement, on peut peut-être se donner de nouveaux rendez-vous. Merci pour ces questions. Je vois qu'on a un peu glissé sur le webinaire. On va devoir se diriger vers la sortie. Notez qu'il y a d'autres événements, d'autres rencontres à venir dans le cadre de l'animation de la marque, notamment avec des actions menées par les correspondants locaux. Damien, peut-être un petit point sur ces rendez-vous? Oui, très court et un point fort, on va pouvoir se rencontrer au Salon du Végétal à Angers. On présentera 3 ouvrages. Il y a celui-ci qui est sorti, il y en a un autre qui reprend 12 retours d'expérience de lycées agricoles qui sont devenus bénéficiaires de la marque et puis un autre qui s'appelle «L'essentiel de la haie». Donc on prévoit d'avoir un stand au Salon du Végétal, un moment fort. Sur, la lettre d'info, et LinkedIn, vous pouvez, inscrivez-vous à la lettre d'info, hein, on le fera peut-être aussi, on verra avec Plantécité comment faire, mais on vous enverra un lien. Et bien là-dessus, vous avez toutes les rencontres, les formations. On met en place des formations. Il y en a une en particulier, si vous êtes prescripteur, qui n'est pas encore complète, qui se passe à Dry pendant 2 jours sur le catalogue de l'Office français de la biodiversité. Donc, vous pouvez aussi, c'est une formation Calliope. Et là, on sera 15 personnes et pendant 2 jours, on va vraiment travailler précisément. C'est un sujet complexe sur lequel il faut se former. Après, on fait des journées techniques, on fait des formations dans d'autres régions aussi. Donc, tout ça, vous avez ça au catalogue dans le site végétal local. L'année prochaine, végétal local à 10 ans. On va voir un petit peu comment on va mobiliser et organiser tout ça, mais en tout cas, des rencontres et les rencontres en présentiel qui sont essentielles. Je pense que dans les messages passés aujourd'hui, il faut se rencontrer entre pépiniéristes, collecteurs, prescripteurs, animateurs de la biodiversité pour essayer de trouver des solutions ensemble fondées sur la nature. Merci Damien. Notez aussi que nous prévoyons de réaliser d'ici quelques mois un sondage afin de recueillir vos remarques sur ce guide pour nous permettre aussi d'apporter davantage de réponses dans le cadre d'une foire aux questions à venir. Ludovic, peut-être un rappel aussi sur les événements Plantécité? Très bien. Je fais juste la petite parenthèse que je vois qu'il y a eu des retours comme quoi des personnes rencontraient des problèmes pour télécharger le guide. Juste pour dire qu'on a bien vu ça, on va regarder, on va rééchanger et vous transmettre plus d'infos pour bien y accéder. Concernant Plantécité, donc effectivement, quelques rendez-vous pour nous suivre. Donc on a notre assemblée générale le 2 mai, pardon, c'est pas le 12, c'est le 2 mai à Paris. Donc les adhérents qui sont là et qui souhaitent s'inscrire, il faut vous inscrire dès maintenant. En termes de rendez-vous techniques, la prochaine journée technique se tiendra le 4 juin à Nancy sur la thématique des espaces arbustifs, sur la place et le rôle justement de cette strate végétale dans les projets de végétalisation. En juin, donc, il y aura une rencontre du réseau Hortidoc, qui est un réseau de documentation spécialisée végétale et espaces verts. Et puis, le prochain webinaire, ce sera le 4 juillet sur, justement, en lien avec la journée technique, les fonctionnalités écologiques et pérennes des strates arbustives, donc de la conception à la gestion. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Plantécité pour avoir toutes ces informations. Je viens de vous partager un petit lien WeTransfer là pour télécharger le PDF pour ceux qui ont des difficultés. Donc n'hésitez pas, vous êtes en premier à pouvoir avoir ce lien. Vous cliquez sur ce lien WeTransfer là qui est dans le chat pour pouvoir avoir accès au guide et puis on remettra en ligne un lien permanent bien sûr qui fonctionne mieux. Merci de vos retours. Merci beaucoup, merci aux participants et puis merci aux intervenants et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.